je suis Gaëtan Nock, auteur de bande dessinée. Et si je suis là, c'est pour la sortie des Grands Cercles, mon 4e album. Alors cette scène, c'est la scène de l'apparition du cerf qui est Apollon en fait. Bon, je ne vais pas raconter l'histoire, mais en fait c'est Pamina qui voit apparaître ce cerf et c'est le début de l'histoire. Et ce cerf, c'est le traitement plastique évidemment, là je pense qui t'intéresse. Pourquoi ce blanc? Parce que c'est la lumière. C'est la lumière sur un corps et puis ce corps, cet animal, c'est un être vivant, mais est-ce que c'est un fantôme? C'est tout l'enjeu de ce récit qui est celui des animaux sauvages qui sont voués à disparaître ou en tout cas qui sont en état de disparition. Alors le récit personnel par rapport peut-être à l'écrivaine, par rapport à Claudie Huizinga, qui est donc l'auteur du roman que j'adapte. Ce roman, évidemment, elle pourrait mieux en parler que moi, mais il vient en effet d'une expérience qu'elle a vécue. C'est un peu son Pamina, qui est l'héroïne de l'histoire, c'est l'alter ego, c'est le double de Claudie Huizinga, et de cette rencontre avec un photographe animalier. Qu'elle a vécu il y a plusieurs années, en effet. Alors en fait, il y a deux choses, c'est-à-dire moi en effet j'ai été dessiné sur place, ça c'est mon passé, et puis c'est mon envie, c'est toujours mon rapport à la nature qui est important, et j'ai toute une histoire de carnétisme, j'ai fait beaucoup de carnets de voyage avant de faire de la BD, et c'est ce qui a forgé je pense mon style graphique. Et donc j'ai besoin en effet de sentir les choses. Donc je suis allé dans la forêt, je suis allé dans les Vosges, dans cette vallée où Claudie Huizinga vit et qui est le cœur de cette histoire. Donc, mais j'ai pas dessiné de nuit, j'ai dessiné plutôt de jour. Donc les scènes de nuit finalement sont des scènes que j'ai ressenties. Voilà. Alors là, toute la question de la narration, moi c'est ce qui me passionne et c'est pour ça que je suis passé du carnet de voyage à la bande dessinée parce que je voulais travailler le récit, je voulais travailler l'action, je voulais travailler, voilà, il y a ce rapport, la BD c'est du cinéma aussi, il y a un lien de famille très fort avec le cinéma et d'ailleurs quand je travaille je pense peut-être beaucoup plus en termes cinématographiques qu'en termes de référence d'auteur BD. Je pense aussi en termes de peinture. Aussi, la peinture, pour moi, est quelque chose. Toute l'histoire de la peinture m'habite, enfin, me structure et me fait vivre. Ça, c'est évident. Donc, cinéma et peinture, voilà. Maintenant, en effet, comment je construis? Bon, il y a un découpage déjà général de l'histoire à partir du roman. Il y a un travail de scénarisation, de dialogue à créer, qu'il n'y a pas forcément dans le roman. Voilà, il y a des choix. Et puis ensuite, je fonctionne par séquence, c'est-à-dire que je fais pas un storyboard général de A jusqu'à Z de la bande dessinée. Je me laisse du souffle et je construis à partir du découpage, on va dire littéraire, de l'histoire. Je construis la bande dessinée en gros séquence par séquence. Donc ça va être une série de 6 pages, peut-être des fois une série de 4 pages, des fois une série de 8 pages. Et alors si on parle par exemple de la séquence du comptage nocturne, qui pour moi est quand même un moment assez phare, si je puis sans faire mauvais jeu de mots, dans l'histoire. En gros, il y a 30 pages, je ne pensais pas en faire 30. En fait, voilà, au fur et à mesure du dessin, et moi c'est ça qui me motive aussi dans la bande dessinée, au fur et à mesure de ma mise en scène, je me dis, bah tiens, là finalement, puis je vais faire ça, puis voilà, et je me donne un souffle, je me donne une respiration, des fois ça peut être plus court, mais des fois ça peut être plus long. En fait, c'est au bénéfice de la narration, toujours. C'est pas un bleu, c'est des bleus, c'est des bleus, et puis c'est aussi du magenta aussi qui vient, qui est là, qui permet justement d'avoir cette gamme de bleu. Parce que voilà, mélanger un peu de magenta avec du bleu, paf, on va faire virer un peu sur du violet. Diluer le bleu, on va aller plus sur du cyan, c'est-à-dire qu'il va être plus clair, plus lumineux. Mélanger une pointe d'ocre rouge dans ce bleu, on peut avoir même on peut aller sur des gris chauds, des gris froids. Voilà, donc il y a toute une palette sur laquelle je joue, alors qui est sûrement subtile, voilà, qui se fait sur des gammes comme ça assez subtiles. Et voilà, si on voit cette scène, là, voilà, là ici pour moi il y a un mauve, ici voilà, il y a plusieurs bleus, et puis il y a ces petits impacts de magenta. Donc pour moi c'est une couleur. Le bleu, je le dis souvent, c'est une couleur très lumineuse. À l'instar du noir, ça a la même étendue de valeur, on va du clair au très foncé, mais au contraire du noir, c'est lumineux. Et pour moi, c'est ça le plus. C'est-à-dire que ça garde sa lumière, quels que soient les états de valeur
du bleu. Et puis pour moi, ici, cette couleur, elle va nous emmener dans une atmosphère. C'est une couleur, voilà, tu parlais justement d'immersion. On peut être dans un rêve, on peut être dans un cauchemar, on peut être aussi dans la réalité, donc quelque chose de très naturaliste, parce qu'une forêt la nuit, il n'y a pas un jaune éclatant. Donc voilà, on est toujours dans ce mouvement, dans ces états différents qui ont à voir aussi avec quelque chose presque d'intérieur en fait. Ah oui, la technique. Alors la technique, c'est ce qu'on dit dans le langage courant, c'est une technique mixte, c'est-à-dire que il y a de la craie sèche qui me permet d'esquisser en gros rapidement la composition, hein, que ce soit personnage, objet, etc. Et puis je travaille surtout par aplat de peinture à l'acrylique. Donc je pense en termes de masse, en termes de surface, de clair et de foncé. D'ailleurs je pense la lumière d'abord. Et puis le dernier temps, c'est le dessin. C'est-à-dire que le dessin vient à la fin. Et là, c'est au crayon de couleur que je vais affirmer voilà, un œil, un visage, des objets, le contour. Et donner peut-être à certains éléments justement quelque chose de précis, puis d'autres les laisser dans un flou, qui va donner de l'espace. Comme le sfumato, là, Léonard de Vinci, voilà, Léonard de Vinci disait justement que le dessin, il doit y avoir une distance. Et cette distance, il faut savoir rendre compte justement de la distance des objets par rapport à l'œil. Et on ne s'en rend pas compte, mais constamment, nous, on fait des focus en fait. Donc si je regarde un élément, autour, ça va être flou. Donc moi, j'essaie de rendre compte de ça en fait. Finalement, c'est assez proche du réel. Toute la peinture classique, alors quand même, oui, la peinture classique me passionne énormément. Hein. On parlait de Léonard de Vinci, mais voilà, Caravage, après on peut remonter jusque tout le 19e, les peintres David Friedrich par exemple, c'est magnifique, je trouve que c'est des choses, puis par rapport à la nature, voilà, Friedrich, je sais que ça m'inspire, mais c'est pas une histoire d'imitation, c'est-à-dire que c'est par rapport à tout ce que j'ai trimballé entre guillemets au niveau ça ressort par moments de manière intuitive, de manière consciente ou inconsciente. Je me dis bah tiens là tiens c'est marrant, là, je suis dans une ambiance à la Friedrich. Ou alors bah, là c'est un paysage à la Corot ou à la Turner par exemple pour le rapport au ciel, ou les ciels de Ruisdael au XVIIe qui est un peintre hollandais magnifique, c'est des ciels superbes. Voilà. Alors il y a des auteurs BD que j'apprécie beaucoup. Alors moi quand j'étais adolescent, alors je faisais déjà des études d'art appliqué, j'étais vraiment dans l'histoire de l'art, et j'étais fasciné, ce qui m'intéressait c'était des auteurs qui étaient très picturaux comme Matoti. Je me rappelle que j'adorais Matoti, j'adorais Bilal, j'adorais sa matière voilà, qu'il y avait dans Partie de chasse notamment. Voilà, s'il y a deux auteurs quand j'étais adolescent, c'est-à-dire oui, 16 ans, 16-17 ans, c'était ces Matoti et Bilal qui m'ont beaucoup fasciné. Après, avec le recul, il y a toute la BD italienne des années 70-80 que j'aime beaucoup, comme évidemment j'ai un trou de mémoire. Bon, évidemment Hugo Pratt, mais je pensais plutôt à Battaglia, par exemple. Battaglia, qui est un très très bon auteur, Utopie. Voilà, toute l'école italienne, il y a une écriture, et c'est un travail de ligne, hein, mais c'est de la ligne et de la surface. Il y a notamment un rapport de plein et de vide. Je vois une planche d'utopie, enfin tu vois une double page d'utopie, il y a un art de plein et du vide qui est superbe. C'est magnifique, et d'ailleurs je préfère les versions noir et blanc. Noir et blanc, moi, ça me va, là, c'est parfait. Ah bon, moi je suis allé le voir, hein, Daniel, j'ai été toqué, voilà, et après il prenait pas, donc il s'était engagé sur le rapport W, mais voilà, c'est plutôt, non, dans le sens que moi j'ai mon écriture, et Daniel respecte beaucoup ma démarche d'auteur, c'est-à-dire que là il m'a dit, bon bah tiens, c'est quoi le prochain? Il me dit pas, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, non. Et c'est ça que j'apprécie, c'est-à-dire qu'au départ, ce que je disais tout à l'heure, j'étais sur un 180 pages, et puis finalement j'en ai fait plus de 200, donc il m'a pas dit ah bah non ça dépasse de tant de pages. Non, il y a la liberté de l'auteur qui est complètement respectée, et je suis très heureux. Voilà, ça fonctionne bien. Oui, bah, je suis très content. Après chaque album il faut faire ses preuves. Rien n'est acquis, et pour moi chaque album c'est un défi. C'est pour ça que chaque histoire finalement d'un album à un autre peut être radicalement différente. Après le rapport W, on venait me chercher pour faire des récits historiques, des histoires de prisonniers dans les camps. Je dis non, je vais surtout pas
faire ça. Je vais au contraire chercher un autre sujet. Donc je ne veux surtout pas être, canalisé dans un genre, même dans le genre historique, puisque j'avais eu le prix de la BD historique, très, très heureux de ce prix-là. Mais en même temps, je ne voulais pas être casé, là, ça y est, auteur historique, BD historique. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans mes récits, c'est que c'est des histoires de personnages qui sont souvent des témoignages, d'ailleurs, qui portent des valeurs, en fait. Qui peuvent avoir des liens avec la grande histoire. Là, ici, on a des liens avec notre histoire contemporaine, avec la société et notre rapport au monde sauvage. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est des histoires de combat, qu'ils soient civils ou militaires. Oui, oui, alors c'est dans le roman, ça je ne l'ai pas inventé, c'est toute la mécanique du roman, et Claudie Ziger le raconte très bien, c'est-à-dire qu'à un moment, elle dit dans le roman, voilà, je suis venu dans les Vosges pour m'isoler, mettre entre parenthèses la société humaine, et avec cette histoire de grand cerf et de quête du monde sauvage, je suis rattrapé par un effet de boomerang par la société humaine. Et elle parle d'Ambroglio, du coup. Parce que dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est que alors c'est pas genre je suis anti-ça, ça montre évidemment qu'elle n'est pas pour la chasse, évidemment que c'est pas ça sensibilise à ça, mais en même temps ça montre que c'est assez inextricable parce que chacun défend finalement des motivations, des intérêts, alors qu'ils peuvent être complètement personnels et égoïstes, ça on peut le critiquer en effet. Et ça peut défendre des intérêts plus collectifs. Et moi, je pense que c'est intéressant quand il faut se rappeler que si chacun défend ses intérêts personnels, évidemment, c'est la guerre civile. On ne s'entendra jamais. Et ce qui est important, c'est que ça montre qu'on peut avoir aussi des valeurs communes qui sont un peu au-dessus de tout ça. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut se rassembler. Merci beaucoup Gaëtan pour cet échange et puis beaucoup de succès pour l'album. J'espère, merci.